Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde de Bulles, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art et à la bande dessinée. Vous le savez, depuis que j'ai créé cette émission, il y a un peu plus de 7 ans, j'aime m'engager pour des causes que je considère comme indispensables. Aujourd'hui, nous allons reprendre le chemin contre l'oubli, contre l'ignorance, pour la mémoire. Cette émission va être entièrement dédiée à la bande dessinée L'Enfant caché, ou comment expliquer la Shoah, le drame de la Shoah, aux enfants. On va donc débuter cette émission avec l'auteur de la bande dessinée, le scénariste Loïc. Bonjour. Salut. Ça va? Ouais. On s'est rencontrés plusieurs fois. C'est vrai. Ma première question va être assez simple. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, c'est pour des bandes dessinées engagées. Est-ce que tu ne sais pas faire autre chose que des bandes dessinées engagées? Question difficile, tu me demandes de porter un propre regard sur moi. C'est vrai qu'on s'est vu, on s'est vu entre autres pour Inès, les violences conjugales, Petite souris grosse bêtise sur le mensonge. Bah ouais, mais bon, voilà. Moi, ma came, entre guillemets, c'est l'humain, et dans l'humain, bah, il y a de l'engagement, je pense. Ça veut dire que la bande dessinée est pour toi le prolongement de tes idéaux, finalement? Ouais, alors ça va plus loin, c'est que le prolongement de mes questionnements. Je suis un gros fainéant, et j'ai besoin de la bande dessinée pour aller me documenter, pour aller fouiller, pour aller me poser des questions, essayer de retranscrire ça ou pas. Il y aurait plein de sujets que j'ai abordés et que je ne ferai pas des bandes dessinées. Je pense entre autres à la prostitution, où pendant 6 mois j'avais été essayer de comprendre, et j'ai pas les armes pour aborder ça pour le moment, mais oui, la bande dessinée, c'est un vecteur pour moi de recherche. Alors, L'Enfant caché, aux éditions du Lombard. L'histoire est simple. Une grand-mère qui, par les hasards du quotidien, va raconter à sa petite fille ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que dès le départ, tu as su où tu allais, comment tu allais aborder ce thème très compliqué pour les enfants notamment, des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, du nazisme, de la Shoah? Eh bien non, pas du tout. Alors je t'explique la jeunesse du projet. Donc avec Marc Lisano, qui est le dessinateur, on avait déjà réalisé 3 albums ensemble. Et entre autres, on était en train de terminer la série La Petite Famille, le dernier tome de La Petite Famille, qui parle du processus de deuil expliqué aux enfants. On était en 2005. Et là, Marc me dit, dans une discussion informelle, rien à voir avec le travail, il me dit, ben voilà, Louise, sa fille, a vu une sucette dans Paris, c'était une pour la presse, et a demandé, papa, c'est quoi les chambres de gaz? Et là, il me dit, je me suis retrouvé face à mon devoir de papa, à devoir expliquer avec les mots, et donc on s'est mis à discuter. Et comme on est papa, mais aussi des auteurs, on s'est dit, tiens, peut-être que là, on a aussi un devoir en qualité d'auteur. Voilà. Alors, Douna, cette grand-mère, va expliquer son enfance, finalement. L'étoile, par exemple, c'est vrai que c'est très touchant. Elle se disait, on lui racontait que c'était l'étoile du shérif. On essayait de lui expliquer, elle, gamine, de lui cacher, finalement, la vérité, quand même, par rapport à ce qui se passait concrètement depuis les années 30. Au-delà de la grand-mère, c'était important pour toi de cadrer au niveau familial, justement, cette histoire et le fait d'expliquer ce qui a pu arriver pendant ces années-là? Quand les gens sont entrés des camps de concentration et ils n'arrivaient pas à raconter, ou quand ils arrivaient à raconter, on n'avait pas envie de les entendre. Pour les enfants cachés, c'est la même chose, c'est un poids. Il faut savoir que 84% des enfants juifs ont été sauvés en France. Et donc, pourquoi eux? Pourquoi il y en a qui... Donc voilà, tout ça, ça fait qu'il y a eu un poids pendant des années où ils se sont murés dans le silence. Où on les a murés dans le silence aussi, on a aussi notre part de responsabilité. Et il arrive à un âge où on a besoin de transmettre pour ne pas oublier. Et donc c'était vachement important de mettre dans son contexte, parce que la première personne à qui on va raconter, ça va être quelqu'un de l'entourage où on va pouvoir se livrer, ou alors pas du tout. Nous, on a voulu que ça soit dans l'entourage.
Donc oui, c'était très important. D'ailleurs, tu l'as vu, je le sens bien, la notion de la famille au début, à la fin, au milieu, c'est qu'une histoire de famille, tout ça. La majorité des enfants peuvent se projeter en fait en étant le personnage et de Dounia et d'Elsa. Je t'avais déjà posé cette question. J'imagine que c'est une des plus grandes difficultés lorsqu'on est un scénariste, un auteur. Comment on peut se mettre à la place du futur lecteur? Parce que là, tu sais que tu vas forcément t'adresser, évidemment, à des parents qui vont pouvoir justement se dire, tiens, je vais pouvoir parler comme ça de ce drame de la Shoah ou de ce drame de la Seconde Guerre mondiale. Mais les enfants vont te lire aussi. Comment on arrive à se mettre au niveau du regard, de l'esprit des enfants, sans être trop larmoyant, mais en même temps en expliquant concrètement ce qui s'est passé? Oui, de toute façon, quand on est auteur, je pense qu'on se projette dans tous les personnages, c'est-à-dire aussi bien les méchants que les gentils. Et là, pendant quelques années, puisque comme je t'ai dit, depuis 2005, ça fait long, j'étais une partie de Dounia, quoi. Donc, j'ai essayé de comprendre cet enfant, comment elle pouvait approcher les choses, essayer de la transmettre comme elle pouvait, puisqu'en fait, t'as un narratif, et donc c'est elle qui parle. Hein, donc, mais tu sais, là, on a pas mal de retours avec les différentes manifestations, les rencontres, et on nous dit, oui, vous avez fait un album de tout public ou un album transgénérationnel. Mais avec Marc et avec Greg, on a réellement voulu faire un album jeunesse, c'est vraiment ça. Après, si ça touche plus un public plus large, tant mieux. Mais notre volonté, c'était vraiment de faire un album jeunesse. Le dessin, j'allais prendre l'expression, est quasiment tout doux. Oui. Et c'est assez étonnant. Alors, je ne sais pas si ce que tous les deux vous aviez voulu apporter, c'est beaucoup d'humanité, alors qu'on parle évidemment beaucoup d'inhumanité dans cette histoire. Il y a deux choses. Il y a la rondeur. C'est-à-dire, tout est très rond à l'intérieur du dessin de Marc. Et la deuxième particularité, il suffit de regarder la couverture, c'est cette grosse tête qui est disproportionnée par rapport au corps. Donc, comme le dit Marc, il n'a rien inventé. En fait, il reprend des codes, par exemple les pin-up, les Snoopy, où on a des grosses têtes. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler de l'humain. Donc, en maternelle, on apprend aux enfants que ce sont les yeux et la bouche qui permet de voir les émotions. Donc, si on grossit à la loupe les visages, on va voir directement qui est content, qui est pas content, qui est triste, qui est... Voilà. L'approche graphique de Marc sur le projet, c'est celui-là. Passons l'humain et passons les émotions. L'album, voilà, il est dans le commerce, il va passer de main en main, il va être lu par des gamins, par des adultes, on l'espère en tout cas dans des écoles. Quel regard maintenant tu jettes sur ce projet qui est né il y a plus de 7 ans? Est-ce qu'on peut dire que tu as une certaine fierté quand même par rapport à cette histoire? Il y a une fierté et il y a une volonté de continuer. C'est-à-dire qu'on a la chance, c'est que l'éditeur, le Lombard, et l'association, la JPN, ont décidé de s'associer pour continuer le combat. Et donc, ensemble, on est en train de concevoir une exposition qui a été présentée, elle est conçue et qui a été présentée à Angoulême. On est en train de concevoir un livret pédagogique historique pour que les enseignants puissent avoir une approche, faire le parallèle entre l'album, les faits réels, etc. Donc le combat, il n'est pas terminé, bien au contraire. Il commence, mais c'est un autre combat, c'est celui de maintenant l'utiliser pour faire du militantisme. Bon, Loïc, merci à toi. Merci. On va parler de ton ouvrage pendant toute cette émission. Et puis, on allait voir d'autres grandes personnalités, notamment du monde de la bande dessinée. Puis un jour, on parlait du drame de la Shoah, Art Spiegelman. Évidemment, pour Maos, il y a un peu plus de 25 ans, les premières pages étaient éditées à New York, puis ensuite dans le monde entier. Un succès immense pour cet artiste à part. On l'a évidemment rencontré à Angoulême. C'est parti. All I could do is try to make something that was true and Ce que je voulais faire, c'était essayer de décrire quelque chose de vrai. Et ma première idée du livre, ce n'était pas d'expliquer à qui que ce soit comment être gentil avec les autres. Car en tant qu'être humain, on est tous mauvais dans ce registre. Je n'espérais pas changer la nature humaine. change nature. All I wanted to do is I had a vision and it's a form. Mais j'avais une vision formelle. Je voulais faire une longue bande dessinée sur laquelle on s'attarde, une bande dessinée qu'on ne lit pas aux toilettes. It's important to me that kids
Pour moi, c'est important que les enfants lisent. Pas uniquement Maus, mais qu'ils lisent. Parce que de nos jours, nous entrons dans le siècle du déficit de l'attention. Il y a de plus en plus de nouvelles technologies et on a perdu l'habitude de se concentrer. Ma bande dessinée, comme beaucoup d'autres, mérite qu'on se concentre dessus. Tous les sujets abordés comptent, notamment ceux faisant référence à l'histoire. C'est ça qui est vraiment important. Il n'y a que la lecture qui permette de changer de point de vue, de prendre du recul. Quand vous perdez l'habitude de réfléchir, cela vous amène à faire des choses vraiment stupides, comme les nazis qui brûlaient des livres juste parce qu'on leur disait de le faire. Nous continuons cette émission. Ne jamais oublier se battre pour la mémoire. Esther Benbassa, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice. Ah bah oui. Europe Écologie Les Verts depuis le mois de septembre 2011. Vous êtes aussi historienne, professeure, écrivain. Est-ce qu'il faut aujourd'hui apprendre aux enfants, même aux petits-enfants, ce qu'a été la Shoah? Rien n'interdit de le faire. Je crois que ça fait partie de l'histoire. C'est plus que de la mémoire. Parce que en lisant cette bande dessinée, j'ai vu que les personnes qui l'avaient conçue, c'était quand même largement renseignées. Ils ne parlaient pas de mémoire. Ils décrivaient des faits. Et c'est formidable. Parce que notre rôle, moi je suis professeure à l'université, j'ai même écrit un livre qui s'appelle La souffrance comme identité, et je montre que même les catastrophes les plus insupportables doivent être racontées. Sinon, elles relèvent de la sacralité et deviennent des secrets de famille. Et c'est cette mère qui raconte à sa petite fille avec beaucoup de délicatesse, sans la choquer d'ailleurs, cette histoire. Et même, elle parle des mensonges. J'ai trouvé ça très beau aussi, les mensonges que son père lui avait racontés. En disant que l'étoile, c'était le shérif, etc. En faisant allusion au symbole que sa propre fille connaît. Alors, et là, il y avait une proximité qui se créait entre Dunia et la petite fille, et j'ai trouvé ça d'une grande psychologie, et je crois que c'est une bande dessinée qu'on pourra vraiment donner aux jeunes et aux enfants en particulier. Parce que déjà, et le dessin ajoute beaucoup, il n'est pas larmoyant. À savoir que si on choque les enfants ont peur de la mort. Les enfants ont peur de l'obscurité, des choses comme ça qui les choquent. Mais là, non, le dessin est très joli. On voit très bien les gestes de l'enfant qui écoute, qui suit le récit. Vraiment, c'est un beau travail. Mais Esther, lorsque vous étiez enfant, est-ce que dans votre famille ou à l'école, est-ce qu'on vous parlait de ce qu'avait été la Shoah? Vous êtes une enfant des années 50, donc quelques années après, est-ce que vous en a parlé? Est-ce qu'on vous a dit, voilà ce qui s'est passé? Moi, je suis née à Istanbul, donc la Shoah n'avait pas touché les Juifs turcs. En revanche, les miens avaient ce souvenir, puisque les séfarades des Balkans avaient été déportés en Yougoslavie, en Grèce à 88%, et nous avions des photos de vieilles tantes. Par exemple, moi, on me parlait d'une tante qui avait été déportée à Marseille. Quand je leur ai rendu visite, elle avait ce numéro qui me fascinait, je regardais toujours ce numéro, mais en même temps, on avait toutes ces histoires qu'on racontait des membres de la famille à Salonique, puis c'est ces photos. Et c'est pour ça que j'ai senti une grande proximité avec les dessins là, parce que nous, on a connu le génocide par les photos de ces vieilles tantes avec des boucles d'oreilles démodées, parce qu'on était des petites filles soi-disant modernes. Et il y a ces photos un peu effacées, un peu abîmées. Et là, c'était un peu cette histoire cette histoire qu'on nous racontait pas vraiment, parce que dans les années 60, 50, 60, on préférait ne pas parler, il fallait le silence pour les respecter. Parce que c'était trop dur à raconter, et je crois qu'ils ne savaient pas comment raconter. Et là, c'est un outil. Parfois, on manque d'outils pour raconter. Et c'est ça le problème. Je me dis, en tant qu'historienne, nous, on peut donner des outils aux adultes.
mais on ne peut pas donner des outils aux enfants. Et l'image est un intermédiaire pour raconter le plus dur. Il n'y a rien qui ne puisse être raconté. Tout peut être raconté, même les catastrophes. Mais il faut créer des outils. Merci beaucoup, Esther Ben Merci Massa, à d'être vous. venue témoigner dans cette émission. Ne jamais oublier combattre au quotidien pour la mémoire. Nous avons suivi des jeunes enfants au Mémorial de la Shoah à Paris. Un sujet signé Thomas Raguet. C'est parti. Aborder la Shoah par le biais de la bande dessinée. Au Mémorial de la Shoah à Paris, ces collégiens sont venus approfondir la lecture de Maus qu'ils ont découvert en classe. Une nouvelle approche de l'œuvre pour aller plus loin dans la compréhension des messages et des symboles disséminés par Art Spiegelman. Pourquoi avoir représenté cette histoire en utilisant des animaux? Enfin, ça choque moins. Ça choque moins, effectivement. Donc ce serait une mise à distance en quelque sorte, d'utiliser des animaux. Premier travail, identifier les personnages. Les Français en grenouilles, les Tziganes en papillons de nuit ou encore les Polonais en cochons. Derrière chaque caractère se cache une explication. Au début, il y avait son histoire de souris et de chat, et puis après, à chaque fois qu'il y avait des nouveaux personnages, c'était devenu presque un jeu. Tiens, comment je vais les représenter? Et les cochons, alors au départ, c'est parce que la Pologne est un pays quand même assez rural, agricole, aujourd'hui comme à l'époque, donc ça va bien aussi. Mais il y a quand même des gens qui ont manifesté, qui ont brûlé des exemplaires de Mars, parce que être représenté sous forme de cochon, ils vivaient ça comme vraiment une insulte. Si le fait d'avoir un animal plutôt négatif était un choix de la part d'Art Spiegelman, en tout cas, ça a bien marché parce que ça les a extrêmement vexés. Les élèves doivent ensuite reconstituer la chronologie d'une dizaine de vignettes de Maus, chacune faisant référence à des moments clés de l'histoire. En quoi, dans l'image, dans ce qu'il nous est dit, on a des indices qui nous permettent de savoir que ça se passe à telle ou telle période. C'est avant, ça c'est avant. Mais non, c'est après qu'ils sont en guerre. Ça c'est à Auschwitz. C'est au camp ça? Et ils sont en train de partir, et là, après, il y a une souris morte qui dit ils ont tué les juifs. C'est là? L'objectif, c'est donc un des aspects de Mars, mais qui est intéressant particulièrement, enfin, qui justifie qu'on en fasse l'objet d'un atelier, est savoir que le destin individuel donc, de Wladek Spiegelman, ça illustre en quelque sorte vraiment les différentes phases du destin des Juifs de Pologne. Donc ils vont d'abord être en tant que Polonais, pour les hommes en tout cas dans l'armée polonaise, les ghettos, la déportation, les marches de la mort, c'est en quelque sorte un exemple à travers une histoire particulière. On a la grande histoire qui est illustrée de façon vraiment point par point, étape par étape. J'ai compris que c'était vraiment très dur, et enfin moi j'ai mieux compris ce qui s'est passé. La grande histoire, à laquelle peut-être sans la bande dessinée, ces élèves auraient certainement eu plus de mal à s'intéresser. On continue cette émission entièrement consacrée à la bande dessinée L'Enfant caché aux éditions du Lombard. Et on va continuer aussi à discuter de l'éducation et de la mémoire avec les nouvelles générations. Raïm Corsia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rabbin de l'armée de l'air, c'est ça? Voilà. C'est pas mal. C'est très bien l'armée de l'air, surtout quand on aime les avions, qu'on aime les voir et les voir en bande dessinée. Bon, et je sais que vous êtes un vrai passionné de bande dessinée. Cette bande dessinée, L'Enfant caché, est-ce que c'est, j'allais dire, un outil justement pour expliquer aux jeunes générations ce qu'a été la Shoah? Oui. Je vais vous dire, j'ai fait un test tout simple. Hein. J'ai eu l'album, je l'ai donné à ma fille et une de ses copines qui était à la maison. Donc elles ont lu et je leur ai demandé 3 heures après de me raconter l'histoire, donc voir qu'est-ce qu'elles ont perçu. Et c'est l'outil narratif, c'est-à-dire le fait que ce soit dans l'album une grand-mère qui raconte à sa petite fille, qui a rendu la transmission, je dirais peut-être plus simple et plus crédible. Dans ces histoires, notamment en ce qui concerne la Shoah, le vrai risque, c'est que ce soit tellement impensable et incroyable que ce soit une sorte de science-fiction. Mais le drame, c'est que ce n'était pas de la science-fiction. Donc, quand une grand-mère raconte, il y a une sorte de degré de confiance supplémentaire. Je crois que ça, c'est l'un des secrets de la réussite de cet album. Et elles m'ont raconté l'histoire, à leur façon, avec une sorte, je dis pas d'auto-identification, mais une façon de se dire, ben voilà, elle jouait, elle est avec ses copines comme nous, on est avec nos copines, et donc elle arrive à croire à l'histoire. Et vous remarquez que de manière générale, sur la Shoah, l'un des enjeux majeurs, c'est comment transmettre sans rentrer dans une sorte de storytelling, c'est-à-dire une sorte de re-racontage de l'histoire, ce qui serait une horreur. Et c'est ça, je trouve très important dans cette BD, en particulier dans cet album, c'est que c'est pas une histoire distanciée. C'est une histoire qui est possible parce qu'elle est ici, dans les rues qu'ils connaissent, dans une ville qu'ils reconnaissent. Ma fille a 11 ans,
Donc elle ne connaît pas forcément le quartier de la petite Dounia. Mais en même temps, c'est une ville et un pays qu'elle connaît. Et donc, je trouve très important pour dire, voilà, c'était ici, c'était avec des gens qui étaient proches. Quand la concierge, à un moment, dans l'album, dénonce les gens en appelant la police pour venir les arrêter, c'est assez émouvant parce qu'on se dit, ils vont réussir et puis quelqu'un empêche ça. Et en même temps, quand la brave paysanne les accueille, tout ça, c'est quelque chose qui dit un discours de vérité. Myriam, lorsque vous étiez gamin, enfant, je disais ces outils, mais ces bandes dessinées, comme l'enfant caché, n'existaient pas. Comment, dans votre famille, on parlait, et est-ce qu'on en parlait justement de la Shoah, du drame de la Shoah? Moi, je suis de l'époque où, en gros, donc moi, je suis de la génération après, parce que je suis né en 63. Donc, en gros, c'est la génération où les parents n'ont jamais parlé de ça, ils en ont parlé aux grands-parents, aux petits-enfants. Exactement comme dans ce livre. Moi, je pourrais être les parents de la petite, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de pudeur de cette génération à parler à la mienne. Et on a tous été, finalement, construits dans une sorte de silence. On n'en parlait pas plus que ça. J'ai appris beaucoup plus tôt la casse de l'oncle Tom et l'esclavage des Noirs en Amérique. J'ai appris beaucoup plus tôt ça que la Shoah. Et il y a un très beau verset de la Bible qui dit « Interroge ton père et il te dira, tes anciens ils te raconteront ». Parfois, on peut interroger ses parents, ils ne nous disent pas forcément. Il y a des sortes de blocages. Mais quand on interroge les anciens, ils nous parlent plus librement. Et je trouve que c'est ça. Et ce livre aussi, il dit ça. Quand vous passez de Art Spiegelman avec Mauss à cette fonction narrative de la grand-mère qui apparaît pas, parce que dans Mauss, c'est l'histoire. Et ce qui était terrible, c'est que justement, elle était déconnectée de la réalité. Ce n'était pas des personnages vivants, c'était des souris et des chats. Mais là, c'est différent. C'est une histoire avec du sens dans chacune des cases. C'est un livre qui a été très travaillé. Il ne faut pas croire que c'est juste un ouvrage qui raconte l'histoire. Quand vous regardez chacune des cases avec le rationnement, avec la mise à l'écart des enfants de l'école, avec tout ce qui est raconté dans le livre, raconte des choses très, très justes. Et moi, c'est dommage, je peux vous dire, c'est dommage que j'ai pas eu ce genre de choses. On a construit notre intérêt à la Shoah différemment. On l'a construit de pas grand-chose, de rien même, on peut dire ça comme ça. Notre génération, pas la mienne, pas la vôtre. On est en 2012. Comment est-ce qu'on regarde justement le drame de la Shoah, plus de 60 ans après? Quel regard on peut avoir dessus, à la fois pour soi, en tant que rabbin, et en même temps, justement, pour donner, pour expliquer, pour, comme on le dit souvent, ne jamais oublier? Moi, j'estime qu'on a une responsabilité. Tous, collectifs, c'est pas les juifs, les non-juifs. Toute notre société a une responsabilité à transmettre la possibilité que ça arrive. Le seul endroit où ça arrivera, ce sera dans les endroits où on dira ça n'arrivera jamais chez nous. J'en viens, pour finir notre entretien sur la bande dessinée. Est-ce qu'il est nécessaire, toujours et encore, de créer des outils, justement, quelle que soit la génération qu'on a en face, quel que soit l'âge des enfants, quelle que soit, justement, leur confession religieuse ou pas. Il faut toujours rappeler ce qui s'est passé pour travailler sur le lendemain, justement. Je veux dire, moi, je viens d'une religion, le judaïsme, où nous célébrons tous les ans à Pâques la sortie d'Égypte. Les Hébreux sont sortis d'Égypte il y a maintenant 3500 ans à la louche. Il y a 3500 ans, mes enfants sont capables de vous raconter comment on est sorti d'Égypte, comment c'était l'esclavage d'Égypte, et qu'est-ce qu'on a fait après être sorti d'Égypte, et pourquoi on est sorti d'Égypte. Pas juste pour être libre, pour construire quelque chose. Parce qu'on l'a transmis, cette histoire. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit « Tu raconteras à ton fils et au fils de ton fils ». Et chaque époque a produit ses moyens de langage. Et je crois que l'époque d'aujourd'hui, c'est aussi, c'est pas que ça, c'est aussi la bande dessinée. Ça peut être l'iPad, ça peut être les tablettes, ça peut être beaucoup de choses. Mais c'est aussi la bande dessinée parce que pas que pour les enfants, pour les adultes aussi, de manière très rapide, on rentre dans une histoire très rapidement et on arrive à produire instantanément une sorte d'identification avec l'un des personnages. Et c'est pas écrit dans le scénario à quel enfant, quel personnage vous identifiez. Et c'est important d'être libre à un moment, d'être celui-ci, à un autre d'être celui-ci. Et de ce point de vue-là, la bande dessinée, c'est un moyen extraordinaire d'accélération, si vous voulez, d'imprégnation d'une histoire. Moi, je prêche pas pour ma paroisse, mais je trouve qu'il y a souvent, chez les uns ou les autres, une forme de mépris. C'est un livre pour les jeunes, c'est absolument faux. Je suis maintenant plus tellement jeune, et je trouve que c'est une façon formidable à la fois de me sortir du monde dans lequel on est très rapidement, et de rentrer dans un autre monde.
Merci beaucoup, Raïm. Vous avez conclu cette émission. Il nous reste un voyage à faire essentiel. Nicolas Béard, vous connaissez bien, accompagné des jeunes lycéens du sud de la France. C'était la première fois qu'ils allaient sur place à Auschwitz. C'est parti. Ici, on rentre par la porte et on sort en fumée. Ça a été les premières paroles que l'on m'a dites ici. Et alors, nous étions 700 personnes. Les Allemands ont trié. On a eu 80 personnes qui se sont mises, donc sur 700, et les autres 600 personnes, en une demi-heure, ils étaient partis, sont venus ici, chambre à gaz, et ils ont été brûlés. Charles Gottlieb est rentré en résistance en 1942 à Clermont-Ferrand. En juin 1944, il se fait arrêter par les Allemands et le 11 août 1944, après plusieurs semaines de torture et d'emprisonnement, il est jeté dans ce train qui l'emmènera au camp d'Auschwitz. Incroyable que je suis sorti de ce machin-là. Ah là là. Après des années de souffrance et de silence, il se décide à parler, à raconter aux plus jeunes ce qui s'est passé. Depuis 2004, 58 voyages de la mémoire ont été organisés par le Conseil général des Alpes-Maritimes, des voyages pour éclairer collégiens et lycéens sur l'horreur nazie. L'état d'esprit est naturellement très différent lorsqu'ils arrivent le matin avec l'idée de faire un déplacement qui est un déplacement qui les amène dans une journée hors du collège, donc il y a de la joie. Et puis le soir, on les retrouve après cette journée avec beaucoup de gravité. Ils ont subi un choc. C'est un peu l'objectif que cette journée soit pour eux le révélateur de ce que des millions de personnes ont subi. Et ça, ils l'ont ressenti. Les collégiens passeront une journée entière à visiter le camp, à découvrir l'impensable, les cheveux, les chaussures, une journée qui les marque fortement. Ce qui m'a le plus choqué, c'était les photos des enfants. C'est vraiment horrible. C'est de voir qu'il y avait des enfants vraiment tout petits, de quelques mois à peine, qui sont venus dans ce camp et qui se sont fait exterminer et tout. Enfin, c'est inimaginable et je trouve pas ça humain. Quand on est venu ici au camp de concentration d'Auschwitz, c'est les cheveux, toutes ces chaussures, tout ça, c'est vraiment beaucoup en fait. Je veux dire, c'est 2 paires de chaussures, il y en avait des millions et des millions. Encore il en manque, ça fait mal quoi. Pour l'année scolaire 2011-2012, 4 voyages sont prévus auxquels participeront 45 collèges des Alpes-Maritimes. Avec un accent tout particulier porté autour de la lutte contre l'antisémitisme et le lien intergénérationnel. Chaque élève deviendra un ambassadeur de la paix afin de sensibiliser le plus grand nombre à la réalité de l'horreur nazie. C'est la fin de cette émission d'Un monde de bulles, entièrement consacrée à la bande dessinée L'Enfant caché aux éditions du Lombard. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Philippe de Saunier à la réalisation et toute son équipe en régie, ici à Public Sénat. Tous les sujets, Thomas Raguet et Nicolas Béard et mes monteurs Nicolas Planche et Lolo Ferret. Toutes les infos d'Un monde de bulles, vous les connaissez. Facebook pour toutes les informations avec mon profil et celui de l'émission. Et tous les jeudis matins, ma chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures.